Alors, chers amis, voilà, nous sommes à la deuxième partie de notre séminaire, de notre après-midi de séminaire. J'ai le grand plaisir de vous présenter Didier Zalaefa, qui est professeur de sémiotique à l'Université de Limoges, où pendant longtemps au CERES a assumé plusieurs fonctions administratives et scientifiques. Il a par exemple été directeur du master de sémiotique et stratégie de 2012 à 2018, directeur adjoint de l'école doctorale sciences du langage, psychologie, cognition, éducation et vice-président délégué à la communication de 2012 à 2016. Il est à présent co-directeur en charge des sciences humaines et sociales du laboratoire Vie Santé, consacré à la fragilité au vieillissement. C'est à ce sujet qu'il consacre sa recherche actuelle sur l'existence humaine, tout en ayant été pendant la plupart de sa carrière un spécialiste de marketing, des objets de la vie quotidienne et plus récemment, justement, des objets intelligents. Récemment, en fait, il a commencé à s'occuper de la robotique humanoïde et a déjà co-dirigé en 2013 un important numéro de la revue Interface numérique avec Stephanie Walsh-Matthews sur être avec les robots humanoïdes, relations, réciprocité, réceptivité. Sur la problématique de l'existence humaine, il anime aussi un groupe de travail international avec Stéphanie, justement, Stefano Montes et Albert Piette. Il fait aussi un travail important au sein de la communauté internationale, car il est depuis quelques années secrétaire général de la Fédération romane de sémiotique. Et il anime donc beaucoup les activités de la FEDROS. Il a été enfin professeur invité dans plusieurs universités, par exemple au Centre Greimas à Vilnius, au Brésil à plusieurs reprises, à l'Université catholique de Sao Paulo et à l'Université de Goiás. Son intervention aujourd'hui a pour titre Ellipse, lacune, allusion et incorporation comme base topologique, l'apport de Merleau-Ponty et des sciences cognitives. Au plaisir de t'écouter tout de suite. Merci beaucoup, Madame Judas. C'est toujours impressionnant de t'entendre présenter. Je me reconnais à peine, je reconnais des choses, mais après, très bien. Je te remercie beaucoup. Je voudrais aussi remercier Yvan Darro pour son intervention, où j'ai trouvé vraiment pas mal de connexions avec ce que je compte dire. Évidemment, je le dirais moins bien qu'Yvan Darro, et peut-être moins clairement qu'Yvan Darro venait de le faire. Voilà, alors je situe mon exposé dans la continuité de la présentation que j'ai faite l'année dernière, où j'homologuais la spatialisation comme centrale au sein des principes qui guident les actions interprétatives supposées par la boucle sensorimotrice, donc du cerveau. Bon, en fait, il s'agissait de statuer sur la manière dont la perception émerge en tant que mode de connaissance du monde. Donc, avec pour point de départ, donc l'approche énactive, donc celle qui pose la signification et à terme le sens, comme toujours d'abord incarné, c'est-à-dire en priorité comme étant le fait d'un couplage entre le monde et le sujet. Alors pour l'approche inactive, il est impossible de réduire évidemment la perception à une stricte modalité sensorielle. Tout juste, cela ne produirait que des sensations provisoires, voire des fugaces, qui n'auraient d'intérêt au mieux qu'en tant qu'alerte sur la présence éventuelle de quelque chose. Or, il faut qu'on suive le sens, c'est ça la question. Donc l'idée initiale est que la perception en tant que mode de connaissance est un mode d'exploration médié ou médiatisé par ce qu'on appelle les contingences sensorimotrices. Autrement dit, toute connaissance ne devient possible qu'en tant que résultat, il me semble que c'est la... Pardon. Alors, tu peux... Où tu restes comme ça et tu cliques. Hein? Ouais, c'est ça. On fait comme ça. Mais après, on a peur de faire une bêtise, ça, comme on dit tout à l'heure. On a peur. Voilà. Vous avez peur? Voilà. Bon, ça, c'est plus grand, mais on aurait pu faire plus gros aussi. Ben, en fait, je n'ose pas. Je n'ose pas. Par ici, mais ça me donne grand ça et pas ça. On l'avait déjà agrandi, quoi. Mais... Non, tu vas là-dessus, je sais pas. Mais en fait, ce que j'ai dit, ce que vous allez voir, ce que j'ai dit, en fait, finalement. Moi, je pense qu'il faut rester tranquille. Oui, moi aussi.
Celui-ci. Oh, mais j'ai déjà fait, hein? Regarde. Dès que je clique ici, Il y a des fois, j'ai des fois des non, textes. regarde. Il y a Non, plus, on ne peut pas. On ne peut pas. Bon. Je vais essayer de, voilà. Alors, donc je reviens à la perception. En tant que mode de connaissance, c'est un mode d'exploration médié ou médiatisé parce qu'on appelle dans les contingences sensorimotrices. Autrement dit, toute connaissance ne devient possible qu'en tant que résultat ou résultante d'action par lequel le sujet interagit avec le monde, donc en fonction de son vécu, ses intentions, ses capacités. Donc c'est pour cela qu'on parle d'une action. Alors le sujet que j'envisageais l'année dernière était celui du fondement de ces contingences sensorimotrices. Je sors un peu de la philosophie pour revenir en sémiotique. Alors, dans la boucle sensation-action, le sujet agit sur le monde et obtient des sensations, mais l'inverse est aussi possible. Donc, on espère donc toujours que se trouve dans le monde des choses dont on tirera une sensation et sur lesquelles on va agir. Alors, la question juste après est celle de ce que sont ces choses et dans quelle mesure elles sont censées solliciter, alerter le sujet. Alors, dans la théorie de l'énonciation, pardon, de l'énaction dont tout le monde se donne, on considère ces choses-là comme des données au sens des objets du monde potentiellement perceptibles. Autrement dit, on peut les explorer librement. Donc, ces données peuvent être plus ou moins localisées, peu importe, mais c'est toujours au sujet dans son interaction avec le monde, dans déterminer la présentation. Alors, ma position était de dire qu'en tant que telles, ces données ne sont perçues que par effet de stabilisation, ce qui est en fait des formes. Donc, on parle de données, on stabilise, donc on arrive à créer des formes dans le sens où on parle d'informations, par exemple, ou encore d'esquisses. C'est-à-dire, pour parler comme Husserl, en tant que véhicule de conscience, on découvre petit à petit. Quelque chose se forme, donc de laquelle pourrait émerger une connaissance et à terme, donc, un sens stabilisé, mais qui n'y est pas encore. Donc, c'est pour cela qu'il faut un geste interprétatif, justement. Voilà, pour y parvenir. Et donc, c'est ce que j'ai exposé l'année dernière. Et le terme heuristique que je vous proposais était donc celui de science. Alors, la notion de... Il faut aller au prochain, je crois. Ah ouais. Encore, voilà, je pense qu'on va aller... voilà, la notion de science, comme on le sait, est avant tout liée à l'émergence d'une figure sur un fond. Donc, issue de l'analyse de la perception visuelle, cette notion permet d'expliquer pourquoi nous distinguons des formes là où on ne pourrait voir que du bruit. Voilà. Donc, appliquée notamment à la perception du langage, par exemple, cette notion offre de nombreuses perspectives. Pourquoi certains éléments linguistiques sont compris et retenus plus facilement que d'autres. Voilà, ça c'est. Ou alors, pourquoi certains référents du discours deviennent prépondérants et susceptibles d'être rappelés par la simple mention d'un pronom. En séance. Il y a donc en fond et potentiellement une ou des séances possibles. Alors, je m'appuyais aussi l'année dernière sur des propositions découvertes dans une thèse d'informatique, dont celle de Fabien Fonder. Et à ce moment-là, à qui j'ai emprunté le terme de neutre perceptif ou de neutre sensoriel pour définir et pour désigner ce son-là, ce fond, pardon. Donc, chaque composant peut devenir à tout moment une accroche, une séance, en l'occurrence, donc moyennant un effet de discontinuité perceptive. Mais pour cela, pour que ce soit une séance, cet effet doit perdurer. Voilà. La discontinuité ne devient une séance que parce qu'elle perdure. Sinon, nous sommes encore dans du neutre. C'est-à-dire, donc, cet effet doit être réversible. Ça perdurer, être réversible. Une sensation doit pouvoir être retrouvée. Donc, il faut qu'on puisse la quitter et y revenir. Donc, c'est ce qui constitue ainsi une boucle sensorimotrice minimale. Bon, la boucle sensorimotrice est ce qui permet au sujet de parvenir à cette séance, c'est-à-dire en tant que tension interprétative stable. Et ma présentation consistait à établir la spatialisation comme la condition minimale pour faire migrer la séance vers la connaissance du monde, c'est-à-dire vers un sens stabilisé. Donc, il s'agissait de problématiser la séance de manière à ce qu'au-delà de son effet ponctuel, elle soit à même d'indiquer une direction. Autrement dit, à ce qu'elle soit à même de se confronter à un état du monde, puis à un autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, soit la possibilité donc, de jouer de différents principes logiques de base. Par exemple, l'association, la divergence, la similarité, des similarités,
etc. L'opposition, la différence, tout ce qu'on peut imaginer. C'est comme cela qu'on arrive à recueillir ce que j'appelle la réversibilité. Donc, ce sont ces principes qui sont au fondement de la construction d'un espace dans lequel on peut aller et venir, c'est-à-dire des changements réversibles. Et donc, en partant de la ligne comme attracteur, pour formaliser ces principes, j'avais repris pour en exposer les modalités 3 premiers guides minimaux parmi ceux dont suggérés par Fonder. L'année dernière, j'avais parlé de la liste, du tableau, du diagramme. Autrement dit, en tant que support d'activité sensorielle. Et en tant que support d'activité sensorielle, ces guides s'exerçant sur le fond d'un œuvre perceptif, s'exercent sur le fond d'un œuvre perspectif ou sensoriel. Donc, sur un tel fond, la liste implique. Alors, au prochain. Pardon, hein. C'est bon. Je peux me dire, parce que je fais le excusez-moi. Le mauvais texte. C'est bon, celui-là aussi bon. Le texte, c'est construit. Il y a des diapos. Désolé. C'est le même, c'est pas la même chose, c'est pas un problème. Voilà. En fait, j'ai fait deux impressions. Voilà, tu vois. J'arrive à retrouver mes. Voilà. Désolé. Tu ne perds pas ton calme, c'est bien. Non, 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 j'apprends à être calme, hein, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué d'être calme, tu sais, dans certaines situations. Voilà. Donc, sur un tel fond, bon, on peut aller maintenant, que la liste implique. Alors, partir. Voilà, c'est là. La liste implique discontinuité et non-continuité. Elle suppose donc un certain agencement matériel, une certaine disposition spatiale. Elle peut être lue en différents sens, latéralement, verticalement, de haut en bas, de gauche à droite ou inversement. Donc, elle a un commencement et une fin marquée par une limite, un bord, comme tout le temps tout comme une pièce d'étoffe. Alors, j'avais convoqué Goody à ce point de vue-là. Selon Goody, ces limites ne sont pas seulement hautes et basses, elles sont les frontières entre le vide perceptif et les séances perceptives qui composent la liste. Donc, en faisant varier ces limites et la forme globale de la liste, on peut obtenir différents types de listes dont la perception change et de fait l'interprétation. Donc, ça, c'est une première manière, effectivement, de se jouer de ces contraintes-là et de la liste comme guide d'interprétation. Autre chose que j'ai exposée également l'année dernière, c'est la notion de tableau. Voilà. Le tableau est une structure spatiale qui met en coprésence des éléments dont le principe organisateur en ligne et en colonne permet de parvenir à des groupes de données selon 2 dimensions. Le jeu de leur juxtaposition et du geste de lecture qui en guide la perception et induit dans des relations logiques. Donc, ces relations peuvent être l'ordre de la similarité, dissimilarité, et il reste que l'interprétation du tableau naît de son parcours. Donc, encore un modèle de spatialisation. Premier modèle, la liste. Deuxième modèle, ici, que j'indiquais, le tableau. Enfin, un dernier modèle, donc guide minimal de spatialisation. Là, j'étais allé très prudemment parce qu'il y a eu Marajul, là, donc j'ai peur souvent quand je parle de cette question-là. C'est le diagramme. Là, je vais aller très rapidement. Le diagramme diffère du tableau et aussi de la liste dans la mesure où il ne contient pas de logique propre qui préside à son inscription. Donc, ce qui permet une plus grande liberté de lecture. Il suffit donc d'établir des relations entre des données selon des critères ad hoc, par exemple un schéma, c'est-à-dire une forme résiduelle, pour en faire un diagramme. Donc, du point de vue de leur présentation, quelle que soit la forme, la lecture des diagrammes se fait selon 2 directions. 2 directions orthogonales, plus des diagrammes à bâton, hein, comme on peut les imaginer, et du centre vers l'extérieur pour des diagrammes circulaires, comme dans les diagrammes économiques, les économistes, pardon. Et l'autre différence entre la liste et le diagramme est le type de lecture qu'il permet. À l'endroit où le tableau donne lieu principalement à une lecture analytique, le diagramme possède en plus un geste de lecture synoptique. On peut donc y accéder tantôt. On peut accéder tantôt à la valeur d'une donnée précise, comme avec un tableau, et sa différence avec les données qui y sont associées localement, mais on peut aussi accéder à la forme globale des données suivant ce qui est recherché. Voilà, un tout petit peu, c'était ce que j'appelais des guides, en fait, ce qui permet de spatialiser le sens, en fait, et qui sont des configurations. Mon intervention de l'année dernière était donc là. Je décrivais ces guides, ainsi envisagés comme autant de modèles
susceptibles de prédire la forme de connaissance induite du fait de la boucle sensorimotrice. Il s'agit donc de cadres. On pourrait aussi parler de formants. La question reste néanmoins, en fait, celle des invariants qui restent stables au fil de ces actions de spatialisation. Car en effet, si une science, c'est-à-dire une forme émerge, cela ne traduit que la possibilité d'un point, à savoir l'esquisse d'un système beaucoup plus large ou plus ou moins complexe. Alors, une première question est donc comment analyser? Voilà. Comment analyser, c'est-à-dire de quelle manière ou par quel bout commencer face à une masse de données, c'est-à-dire face à un vide perceptif, pour que cette masse de données devienne une structure et à terme une information. Il s'agit donc du fond sémiologique préalable que la spatialisation impose en tant que condition minimale de la connaissance du monde. De quelle manière agir sur un système complexe pour faire émerger des invariants sensorimoteurs dès lors qu'une science, autrement dit dès lors qu'une structure minimale apparaît, dont la réponse immédiate est que cela n'est possible que si à partir de cette structure minimale, d'autres structures apparaissent qui viennent la compléter, permettant ainsi d'obtenir une perception suffisante pour ériger un modèle à l'issue de cette recherche. Une science, c'est un point, on l'a senti, mais comment parvenir à l'articuler? On doit imaginer qu'il y a des structures qui viennent compléter ce point-là qui est déjà une structure minimale elle-même. Donc, en guise d'illustration, tout se passerait un peu comme en archéologie, quand subitement l'archéologue identifie un éclat à l'intérieur d'une scène de fouille. Il peut ne pas y faire attention pour diverses raisons, intuitivement, du fait de son expérience, ou peut-être aussi parce qu'il y a plein d'autres éclats de même nature autour, dont ces éclats n'ont pas d'importance. Alors cet éclat, mais il peut aussi arriver, il peut arriver aussi que cet éclat retienne son attention, c'est-à-dire de façon intuitive. Alors cet éclat devient le point de départ d'une exploration beaucoup plus large. Pour l'archéologue, désormais, en prise avec cette intuition, le travail consiste à trouver les bons moyens pour parvenir à cette mise à jour-là. Ceci n'est possible qu'en fait, c'est à travers des actions interprétatives sur cet éclat, en tant que guide minimal, c'est-à-dire en tant que modèle de spécialisation, qu'il y parvient. Il peut y détecter des motifs, des relations, des aberrations, des anomalies. Cela revient à déterminer les règles minimaux, les réglages minimaux ou toute autre tendance, justement pour engager son exploration. Il s'agit de trouver des accroches, des prises, c'est-à-dire des indicateurs qu'il pourra manifester comme des paramètres du système qu'il estime à élaborer de cet éclat. La manière dont il réinvestit ces prises ou ces accroches est évidemment cruciale. Alors, on sait que bien pour l'archéologue, en fait, la fin de l'exploration parvient lorsque l'archéologue aura réussi à établir un ou des modèles satisfaisants à même de régler ces systèmes en tant que structure. Bien évidemment, le modèle produit ne sont jamais parfaits. Il ne s'agit que d'approximations, en tout cas plus ou moins justes, qui, pour le coup, ne sont que le résultat d'actions interprétatives multiples. On ne dit pas que l'archéologue dit la vérité. On dit qu'il a élaboré une logique qui permet, évidemment, d'établir un modèle suffisant. Donc, il procède presque par une boucle qui revient en 3 temps: intuition, affirmation et confirmation. C'est ça l'archéologue. Et donc, c'est comme ça qu'il arrive à élaborer la complexité de tel ou tel éclat en tant que système. Donc, c'est ça le cœur de mon intervention. La spatialisation en tant qu'orientée vers un processus d'exploration prend sens de cette manière dans la mesure où l'induit ainsi toujours de fait un processus doublement contrôlé. Voilà. En soi, elle se dédie déjà comme un guide minimal. Donc, une liste, un schéma, un diagramme, une carte, etc. sont des guides minimaux. Or, de l'autre côté, pour parvenir à la structure qu'elle induit, c'est-à-dire en émettant et en confirmant des hypothèses, on est enjoint à agir sur elle par diverses actions itératives. En effet, ceci revient à considérer que les invariants stabilisés à la fin ne sont jamais que le résultat de choix ou de faits interprétatifs.
C'est en effet ce que l'on a l'habitude de dire en sémiotique, en l'occurrence sous le prisme de la théorie de l'énonciation. La question que je souhaite poser est qu'en est-il exactement? Autrement dit, qu'implique le principe de spatialisation que je tente de développer en fait dans cette affaire? Alors, ce qui précède conduit à isoler au moins deux possibilités. Ou bien l'explorateur, dans son fait interprétatif, construit ses hypothèses sur des guides qu'il aura déjà en lui préalablement. Et, c'est pas du tout. C'est plus, c'est plus tard. Qu'il aurait déjà en lui. Voilà. Entre les 11 et les 12, il n'y a rien. Non, c'est bon, c'est bon, je reviens. Voilà. Avant encore. Voilà, c'est ça. On va le reprendre plus tard. Je reviens. Donc, c'est donc ce qui précède, donc conduit à isoler au moins deux possibilités, ou bien l'explorateur, dans son faire interprétatif, construit ses hypothèses sur des guides qu'il aurait déjà en lui préalablement, du fait de modèles génériques, y compris la nature même de ces guides. Une liste, un schéma, un diagramme est déjà un modèle en soi, ou alors justement du fait de la complexité induite par ces guides en tant que structure minimale qui appelle d'autres structures qui viennent la compléter. Il s'appuie donc sur des modèles ad hoc, au gré ou sous la contrainte de ces explorations. Et les régularités qui en résultent ne sont pas identiques. Alors, la première possibilité, donc celle des guides intégrés, renvoie évidemment à ce dont nous avons l'habitude, notamment en analyse structurale. Il peut s'agir de tels schémas, par exemple le schéma narratif, qui opère en effet comme un guide pour la perception de différents objets de connaissance, à commencer par les récits de toutes sortes. En tant que sémioticien de tradition grémacienne, nous l'avons déjà toujours intégré préalablement, c'est-à-dire de manière générique. Donc, lorsque nous l'utilisons, c'est-à-dire lorsque nous mobilisons sa force spatialisante, nous procédons en effet, comme tout à l'heure notre archéologue, en partant aussi d'un point d'une science. Pour le schéma narratif, ce point de science, on le sait, en suivant ce que Grémas et Cortès nous enseignent, se révèle en général à partir de la fin du récit. Autrement dit, tant qu'on n'est pas à la fin d'une histoire, d'une péripétie ou de toute autre aspérité narrative, le texte narratif n'est jamais lui aussi qu'un guide perceptif qui invite à l'explorer. Il faut spatialiser, il faut imaginer la possibilité d'une science. C'est pour cela comme on le sait tous, le schéma narratif se construit à partir du moment où on a la fin de l'histoire. Alors, une des incidences du schéma narratif de Grémas et Cortès, comme on le sait, est son tropisme à ne jamais rendre compte, aussi, surtout que dans l'orientation décadente des récits. Selon ce schéma, le récit narratif n'est jamais qu'une trajectoire qui a une fin, donc ce qui est une perception singulière des faits de signification. Alors, bien évidemment, pour les récits, il ne s'agit pas du seul schéma à disposition pour les récits narratifs, car d'autres formes de spécialisation sont aussi possibles. Par exemple, en narratologie cognitive. En fait, c'est ce que Brandt appelle la narratologie cognitive. Voilà. L'illustration qui vient à l'esprit est celle de Per Brandt, que Per Brandt propose dans un article publié en 2015 dans les cahiers de narratologie, avec pour titre Force et espace, Maupassant, Borges, Hemingway, éléments de narratologie sémio-cognitive. Alors, plutôt que de s'intéresser à la seule orientation décadente des récits, Brandt opère une lecture qui invite pour tout texte narratif à s'intéresser d'abord à ce qu'il appelle la dynamique des forces de la structure. Selon lui, cette dynamique a pour résultat de créer des états dans des espaces. Brandt engage sa proposition théorique en élaborant une typologie représentative des forces se produisant dans des expériences connues, partagées par des êtres humains, dans ce que les philosophes appellent notre monde vécu. D'un côté, dans les forces intentionnelles, de l'autre côté, ce qu'il appelle des forces causales. Alors, les forces intentionnelles, ce sont les forces qui motivent les actions des sujets. Ces forces peuvent être agentives ou alors magiques et sont dotées de causalité mentale. Quant aux forces causales, c'est au Sensu qu'il appelle les forces causales aveugles. Certaines sont banales, certaines, c'est-à-dire habituelles, attendues et inhérentes à l'état de choses quasi nécessaires, alors que d'autres sont contingentes. Voilà. Dans son article
Brandt montre qu'il est possible de connaître de manière significative la logique des histoires en se fondant sur les interactions et la dynamique de ces forces, et par là cerner la structure centrale de la fabrique des récits. Dans son argumentaire, Brandt envisage d'une certaine manière des interactions possibles entre ces forces comme des points nodaux qui permettent de préfigurer notamment les invariants propres aux dynamiques des textes narratifs. Alors, les modèles qui en découlent peuvent servir d'indicateurs, par exemple, pour identifier les genres narratifs. Ils peuvent aussi le faire pour formaliser telle ou telle singularité cognitive de tel texte spécifique. Alors, pour la première, ça va être plus clair quand je montrerai les schémas de Brandt. Pour la première dynamique, partant des différents genres narratifs, si la force agentive est absolument essentielle pour l'ensemble de ces genres, donc il n'y a pas de texte narratif sans force agentive pour Brandt, les spécifications dynamiques de cette force sont ce qui permet de générer la singularité propre à chaque genre. Donc, comme tout à l'heure avec l'archéologue, il y a toujours un guide minimal, dont c'est la force agentive. Il faut qu'il y ait un texte narratif ou une force agentive. C'est-à-dire, en tant que cette force préfigure toujours différentes accroches, ce qui permet donc ce qui fait de tout texte narratif, un texte fondé sur une base d'ancrage, c'est-à-dire un monde neutre et naturaliste, par exemple. Alors, selon la dynamique qu'on appliquera, et là on va arriver à ça, selon la dynamique qu'on appliquera à l'une ou l'autre de ces accroches, on parviendra à tel ou tel genre spécifique, c'est-à-dire en tant que déformation de ce genre, dont soit la schématisation que Brandt propose. Donc, il traduit différentes manières dont le monde, en fait, peut être narrativement déformé. Il peut l'être par addition ou par soustraction des forces. Alors, si nous ajoutons des forces narratives, si nous permettons à des faits magiques de se produire en même temps que des causes réalistes dans un monde donné, cela augmente l'intensité dynamique. Et le résultat est soit un genre fantastique, dans lequel la force magique est locale, soit alors un genre enchanté, dans lequel la magie est beaucoup plus globale. Donc, c'est ce modèle-là qu'il essaie de construire. Voilà. En revanche, si nous retirons des forces, nous permettons que se produisent des événements et des faits qui n'ont aucune raison banale, causale ou intentionnelle. Donc, cela diminue l'intensité dynamique de l'histoire et nous obtenons un monde beaucoup plus fou. Donc, ce fonctionnement entraîne des genres grotesques ou absurdes. Voilà. Ce que je veux dire, c'est exactement ça. On a une base topologique, c'est le narratif, c'est les forces agentives, et ces forces peuvent être modifiées. Et selon les modifications qui s'en suivent, on a tel ou tel type de genre, dont l'article de Brandt est beaucoup plus clair à ce sujet-là. Alors, les choses se passent à peu près de la même manière pour relever les invariants événementiels qui contiennent la diégèse des textes spécifiques. Son hypothèse est la suivante. Dans chaque histoire, un monde narratif est articulé en termes de séquences d'espaces événementiels, c'est-à-dire des lieux plus ou moins clairement définis, mis en place par des indications locatives et par des inscriptions dans lesquelles les personnages sont reliés activement ou passivement au jeu des forces des différents types qui sont en conflit. Et ils sont affectés par ces forces à travers le temps narré. L'interconnexion d'espace et de forces nous permet de détecter une série diégétique canonique de positions spatio-temporelles à travers lesquelles donc une histoire prend son sens. Alors, pour illustrer, Brandt en arrive à élaborer en fait des modèles spatiaux dynamiques destinés à extraire le sens narratif de base de différents types de textes, dont il s'appuie sur la parure de Deux amis ou la ficelle de Maupassant, ou encore Eba Zuns, l'autre mort de Borges, une très courte histoire d'Hemingway, dont je ne vais pas rappeler tout le travail de Brandt, il a à lire. Alors, l'important, c'est que selon, en fait, l'analyse qu'il en donne, la dynamique de ces nouvelles articule toujours 4 espaces ou étapes diégétiques. Pour Brandt, un texte, c'est toujours ces différents espaces-là. Un espace de conditions, qu'il appelle l'espace A, un espace de catastrophe, espace B, un espace de conséquences, espace C, et un espace de conclusion. C'est de la dynamique interactionnelle entre ces espaces qu'on peut extraire le sens narratif de ces nouvelles. Par exemple, Brandt propose la schématisation donc suivante
Alors, c'est là. Voilà. De la ficelle de Maupassant, où on observera que chaque nœud d'interaction opère à chaque fois comme le guide, comme la croche projetant, pour le coup, la spatialisation qui suit. Autrement dit, cerner, saisir le sens d'un texte narratif, ben, c'est se jouer justement de ces nœuds-là. Alors, la formalisation que à laquelle Brandt parvient pour systématiser le sens de la ficelle de Maupassant, reconnu désormais comme le récit d'une humiliation sociale. Hein. Donc, quand on lit, donc ça c'est la spatialisation de la ficelle de Maupassant, voici le commentaire qu'elle en fait. C'est un algorithme, donc c'est compliqué à lire pour les non-mathématiciens notamment. Donc, la flèche anaphorique, voilà, qui va de D4, vous voyez, aux flèches faisant le lien entre B et C, semble annuler de manière contrefactuelle tout le contenu de C. Donc, A3, B2, D2 sont les événements fatals. Seulement, l'espace de la conséquence n'a aucun sens. Le renvoi vers le passé de D4 attire en retour notre attention sur A2, et de là, la triste fragilité du moment où le rêve de Mathilde s'est réalisé. Alors, en réalité, il reformalise ce qu'on sait déjà de la parure, donc de Maupassant. Et c'est comme cela qu'il arrive à l'articuler. Alors, au final, en fait, il s'agit, l'on a ici un ensemble de régularités qui traduisent, en fait, pour leur part, une certaine orthodoxie d'analyse. Et Brandt s'en sert, en effet, de façon systématique pour formaliser l'analyse de l'ensemble des textes de son corpus. En clair, il s'agit de l'algorithme, c'est-à-dire une suite de règles reproductibles et que l'on peut complexifier à l'infini. Un peu comme une robotisation, finalement, de l'analyse. C'est un peu ça l'apport de la part des sciences cognitives. En réalité, c'est aussi ce à quoi soumet le schéma narratif. Avec, dans ce cas, le fait qu'on est réellement dans une complexité beaucoup plus dynamique versus l'orientation des cadences du schéma narratif. Et le processus de spatialisation se résout, en effet, en un système itératif où les structures ne cessent de s'appeler les unes les autres. Donc, c'est ce système itératif qui comporte le sens. Donc, autrement dit, dans mon exposé, peu importe en fait la clarté du contenu de ce que j'indique, c'est que pour construire finalement un texte narratif, on va se jouer de ces jeux-là entre structures. De quelle manière telle structure appelle telle autre, quelles sont les relations logiques qui se construisent entre ces structures-là. Et donc, c'est ce qui permet justement de comporter, de continuer le sens. Il s'agit donc d'un sens qu'on peut non seulement programmer, puisqu'on maîtrise déjà l'algorithme ou la règle organisationnelle, mais qu'on peut aussi prédire avec des résultats avérés. Donc, on imagine que plus il y a de structures à combiner, plus on a des chances de gagner en précision sur les régularités du sens. En l'occurrence, c'est ainsi qu'il est possible de prévoir des conversations avec l'ensemble des systèmes robotisés. On maîtrise un algorithme, on comprend très bien de quelle manière telle structure peut renvoyer à telle autre, de quelle manière tel nœud organise l'ensemble de la structure. À ce moment-là, on peut prévoir le sens, on peut même prévoir des textes. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, on s'aperçoit des textes de plus en plus complexes. Hein. Et c'est un peu un des effets de ce qu'on appelle le deep learning. Pour le deep learning, en fait, connecter des structures, c'est-à-dire spatialiser des structures, c'est les mettre en réseau comme autant de couches qu'on souhaite. Voilà. Une fois que la machine a intégré ces différentes couches, elle peut produire tout ce qu'on lui demande. Voilà. Par exemple, tenir des conversations. Comment on arrive à tenir des conversations? Parce qu'on sait que de telle flèche à telle flèche, mais il y a ici une relation qui est une relation des canards, mais le texte, donc en allant, l'algorithme en allant puiser sur les contenus intégrés dans le deep learning, c'est exactement ce qu'il peut faire, on peut faire émerger à ce moment-là. Et donc, moi, je l'ai appris tout récemment, il est possible aujourd'hui de produire en fait des dissertations totales faites à partir de machines. Simplement, une fois qu'on a problématisé et qu'on a identifié les systèmes logiques entre les arguments, ben, il suffit d'aller puiser les arguments déjà intégrés dans le deep learning pour produire des textes. C'est une possibilité. C'est un peu ce que j'essaie d'interroger. Donc, c'est la réponse donc, au premier modèle du faire interprétatif, donc celui qui repose sur des guides de spatialisation a priori. On a des guides de spatialisation a priori, autrement dit des structures déjà programmées, des relations spatiales entre des points déjà programmés, mais à ce moment-là, on ne fait plus que produire. Voilà.
Alors, ma question est, qu'en est-il à présent pour le second modèle de fonctionnement, celui où le fait interprétatif est le fait non plus de programmes ou d'algorithmes, mais le fait de modèles ad hoc élaborés notamment au gré des sensations propres à l'explorateur. C'est-à-dire, alors c'est à partir d'ici que je propose donc de parler d'incorporation. C'est un peu le corps de mon travail. Autrement dit, de l'apport de Merleau-Ponty dans la réorganisation des modèles de spécialisation. Et c'est ici que je vais tenter d'introduire en fait l'effet heuristique d'opérations telles que l'ellipse, les lacunes ou encore les allusions. Euh, c'est ça. Merleau-Ponty introduit la notion d'incorporation dans phénoménologie de la perception pour la distinguer d'une autre notion proche, l'incarnation, qui est élaborée et argumentée par Husserl. Ce qui, pour nous, on le verra, induit deux approches différentes de la spatialisation en tant que modèle de perception du monde. Ce qui est en jeu concerne le statut du corps et son rapport au monde. Le modèle d'incarnation, ici, le modèle d'incarnation est celui qui exige que du corps, il y ait deux sens bien distincts du corps, qui ne coïncident jamais l'un avec l'autre, dont le corps comme substrat de propriété physique et le corps chair en tant que possession transcendantale de l'ego pur. Le corps substrat des propriétés physiques est celui par lequel, en prenant place dans le monde, je l'identifie à la première personne. Et quant au corps chair, toujours chez Husserl, c'est la localité primordiale où se localisent mes sensations en tant que sensations. Autrement dit, c'est le soubassement illétique donc de ma conscience. Alors, en revenant à la position initiale que j'ai développée depuis le début, c'est ce corps qui est concerné par la boucle sensorimotrice. Ce corps est préspatial, c'est le corps qui s'en tient aux sciences, capable de ne percevoir qu'un ici absolu. C'est d'ailleurs en cela qu'il se distingue du corps physique, qui, lui, est le siège des actes interprétatifs qui permettent donc de déployer les intuitions induites par les approches possiblement préfigurées dans l'ici absolu. Donc, ce qui faisant apparaître d'autres structures qui viennent le compléter, permet donc d'obtenir les modèles qui stabilisent la perception des invariants du système. D'une certaine manière, comme le précise Claude Romano, qui est l'un des philosophes à avoir consacré une réflexion à cette segmentation des corps chez Husserl et Merleau-Ponty, ce corps chair en tant que siège des sensations est le point zéro de toutes les orientations. Il est constitué de telle manière que pour lui, un changement de lieu et donc aussi une localisation dans l'espace n'a aucun sens. Voilà pourquoi, tout en ne coïncidant pas avec le corps physique, ce dernier vient néanmoins à la rescousse pour actualiser les structures possibles qui préfigurent. Donc, on comprend mieux pourquoi on parle d'incarnation. Voilà, une séance, c'est la marque de ce point-là et qui induit des structures complémentaires. Donc, il faut qu'il y ait en complément un corps physique, lui, qui peut permettre de spécialiser. Alors, toute autre chose est en jeu concernant l'incorporation. Il s'agit donc pour Merleau-Ponty de penser le corps non en termes d'alternative entre deux modèles de corps propres dont rien n'indique qu'ils soient compatibles entre eux, mais de le penser dans son mouvement existentiel. Donc, quand on lit les commentaires des philosophes, c'est un corps phénoménal qui déjoue les alternatives propres à la pensée objectivante entre sujet-objet, entre matérialisme et dualisme, entre réalisme et idéalisme. Et pour citer Merleau-Ponty lui-même, ce corps est celui qui se situe entre le psychique et le psychologique, ou encore entre l'en-soi et le pour-soi. Autrement dit, sur une troisième dimension. Je le cite, l'union de l'âme et du corps, écrit Merleau-Ponty, n'est pas scellée par un décret arbitraire entre deux termes extérieurs, l'un objet, l'autre sujet. Elle s'accomplit à chaque instant dans le mouvement de l'existence. On peut donc revenir sur ce point pour définir le modèle de l'incorporation qui s'oppose effectivement à l'incarnation. C'est un rapport existentiel qui se noue avec notre corps par-delà l'alternative sujet-objet. Cette position, toujours dans Phénoménologie de la perception,
a conduit Merleau-Ponty à rejeter de situer le corps dans un pur atomisme des sensations, elles-mêmes rapportées à des sens. Le corps phénoménal, selon Merleau-Ponty, n'est pas constitué d'une addition de champs sensoriels séparés correspondant à autant de sens distincts. Il résulte en fait de l'intégration de ces champs à une totalité indivisible. Et la perspective que Merleau-Ponty développe alors de ce point de vue est celui de l'intersensorialité. Le modèle de l'incorporation est celui qui abandonne toute inféodation à toute physiologie atomiste, en fait, nous précise Claude Ramonot. Voilà. Il conduit en fait à s'en affranchir pour demeurer au plus près des phénomènes. C'est ça le principe de l'incorporation. Que nous dit-il? En fait, quand on prend Merleau-Ponty, qu'est-ce qu'on dit? On peut voir la rigidité et la fragilité d'un verre, et quand il se brise avec un son cristallin, ce son est porté par le verre visible. On voit aussi l'élasticité de l'acier, la ductilité de l'acier durci, la dureté de la lame dans un rabot, la mollesse des copeaux. En somme, il n'y a pas chez le sujet normal une expérience tactile et une expérience visuelle. Il y a une expérience intégrale. C'est pour cela qu'on dit qu'on voit la dureté. En réalité, on ne voit pas la dureté, on sent la dureté. Mais il est possible de bien comprendre qu'on voit la dureté, etc. Donc, on refuse la notion de sens distinct. On parle plutôt à ce moment-là de systèmes perceptifs intégraux qui empiètent les unes sur les autres. Alors, la question qui se pose pour revenir à mes affaires est celle du sort accordé désormais à la science. En d'autres termes, l'enjeu, oui, c'est pareil, oui, je m'embête un peu cette affaire. Voilà, l'enjeu de la spécialisation en tant que fondée sur le déploiement d'un processus obtenu par itération se pose différemment. En référence à la définition initiale de la science, celle-ci ne fonctionne plus, en fait, comme esquisse ou comme aperçu qui préfigure d'autres formes ou d'autres systèmes à la manière de l'éclat de notre archéologue, ou dit différemment, en gradant l'orthodoxie de la démonstration, cette science, de manière intégrale, en même temps qu'elle préfigure d'autres systèmes, si on peut dire, elle n'est aussi que l'unique résultat de ces possibles spatialisations. Autrement dit, est-ce qu'on tourne en rond? Vous avez compris, pour chez Merleau-Ponty, chez Husserl, la science donne lieu à des structures complémentaires qui viennent la compléter. Dans ce cas-ci, la science ne se résout qu'en elle-même, dans le cas de l'incorporation. Voilà. Si on spatialise, en fait, souvent ici, c'est par effet d'effacement des figures, qui par pression naturelle seraient contenues dans le fait saillant. Et c'est pour cela que je parlais d'ellipse. J'aurais aussi pu retenir l'anaphore, en fait. Donc, l'idée, tout en associant des structures nouvelles à la science, pour la spatialiser, est de varier le même, tout en restituant sa structure telle qu'elle. Dans le cas de l'incarnation, il n'est pas question du même, il est question d'une figure, d'une science, mais qui appelle des structures nouvelles. Mais dans ce cas, dans le cas de l'incorporation, en fait, on ne fait que varier le même. Et ça veut dire comment on varie le même? C'est en intégrant des ellipses, en fait, de certaine manière. Voilà. Donc, l'enjeu est au moins stylistique. Peut-être est-ce de cette manière une manière de décrire, en fait, l'incorporation. C'est par exemple pour cela qu'il est possible de dire qu'on voit la rigidité du verre ou la dureté de l'acier. En fait, on crée. Le dire, c'est créer une omission ilétique ou sensorielle pour privilégier la perception la plus manifeste. Voir la rigidité du verre ou la dureté de l'acier n'enlève pas que la science dont il est question, en fait, est principalement de nature tactile. Ce qui prend le relais ici, c'est le canal de communication par lequel on souhaite restituer cette perception. Voilà. Ici, on omet le toucher pour privilégier la vue. Mais on parle de la même chose. Voilà. Sûrement plus à propos. Le résultat consiste en fait comment dire, excusez-moi. Le résultat consiste en une réduction pour rester au plus près du phénomène. Le sentiment général est qu'on ne déploie plus rien,
sûrement, mais c'est juste que de la structure du contenu. Je suis désolé. Alors, donc, le sentiment général est qu'on ne déploie plus rien, sûrement, mais c'est juste que de la structure du contenu, la spatialisation est reportée sur la seule sensation envisagée heureusement, ou bien malgré elle, comme un système perceptif intégral, c'est-à-dire phénoménologique et événementiel. C'est donc cela pour moi un tout petit peu l'ellipse. L'ellipse, c'est omettre. L'ellipse permet de restituer le même, mais pas des opérations de mission. C'est quoi l'ellipse? En fait, la définition qu'on peut avoir qui est truc. Ce n'est pas la définition de Van Darrow. À mon avis, même si on peut trouver des choses importantes, en tant que figure de style, en fait, l'ellipse renvoie à l'émission d'un ou de plusieurs mots dans un énoncé dont le sens reste clair. Ou alors, consiste également à omettre des détails. Donc, comment spatialiser dans ce cadre? Donc, les réponses à cette question se retrouvent, par exemple, dans la manière dont le discours médiatique se comporte aujourd'hui. Qu'il s'agisse des médias numériques ou de certains médias plus classiques. Par exemple, de nouvelles formes d'émissions télévisées ou encore de la presse écrite dite tabloïde. Par exemple, Twitter parvient à décrire tout fait d'actualité, à réduire tout fait d'actualité à un fait de science. Il y parvient à autant les détails qui pourraient le relativiser. Autrement dit, comme on le sait avec Twitter, dire l'actualité ne correspond plus à rapporter des événements au sens diégétique du terme. Il suffit de s'en tenir à telle force particulière d'un événement et cela suffit. Donc, ce qu'on perçoit et qui est repris ensuite, ce n'est que l'acte, le fait sensoriel qui a été configuré par Twitter. Donc, toute action interprétative ne peut qu'y s'y résoudre. Il ne s'agit pas d'ajouter une nouvelle structure ou de créer autre chose. Mais si on reprend une information Twitter, en réalité, c'est simplement pour restituer la sensation qui a fait que cet événement est événement. Donc, une fois un tweet émis, la seule possibilité d'en tirer du sens est de le répéter, ou alors on passe à autre chose, notamment. Et donc, le principe de spécialisation au mieux ne peut être, par exemple, qu'un fait de saturation ou de confirmation, qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas. Il n'y a pas d'autre accroche que le tweet lui-même. Il n'y a pas d'autre système à construire. Bon, je reviens tout à l'heure sur l'éclat de l'archéologue. L'éclat induit de nouvelles accroches à partir desquelles on peut construire autre chose. Dans le cas des tweets, il n'y a pas autre chose de possible. Il n'y a d'autre chose de possible que la sensation qui a été indiquée. Et c'est la même chose avec aujourd'hui les émissions de différents talk shows de certaines télévisions comme CNews ou BFM TV ou encore ce qu'on appelle les discussions des sphères. Tout comme Twitter, l'actualité ou ce qu'on appelle désormais le débat ne se réduit jamais à eux aussi qu'à des faits des sciences. L'actualité, c'est la science. Une fois qu'on l'a révélée, ça suffit. On peut parler autour, mais en réalité, ce n'est que pour la restituer. Et restituer, justement, comment on restitue le même? Et en réalité, c'est en nous mettant, donc en intégrant des ellipses, en intégrant des lacunes. Ce qui fait qu'en réalité, restituer le même, c'est tenter de le restituer de manière encore beaucoup plus complète. Et donc, on reste uniquement au niveau de la sensation. Et c'est comme cela que la spatialisation fonctionne ici. Donc, de cette typologie d'émission, la tournure elliptique procède non des faits d'actualité qui sont en question, mais des lignes argumentatives par lesquelles elles sont conduites. Plus on discute, plus on commente, donc plus on intègre des lacunes dans toute possibilité d'associer de nouvelles structures à ce qui est posé comme l'objet du débat, c'est-à-dire le fait saillant. Donc, encore une fois, priorité est donnée au sensoriel. Car en effet, c'est bien cela débattre en fait, ou peut-être même combattre. C'est en général opérer par effacement des structures envisagées par l'autre pour lui faire face, pour montrer qu'il n'a pas prise. Donc, plus on efface des prises, mais plus on maintient effectivement ce fait-là. Et donc, c'était là aussi une définition de l'incorporation. Avec l'incorporation, on ne crée pas du nouveau, on conforte le même. Voilà, par ces différentes opérations-là. Donc, annuler les prises, annuler les accroches pour ne privilégier que la vigueur des séances. Donc, dit autrement, la science en tant que guide minimal n'a plus d'intérêt que dans la mesure où elle se prête à dire et à maintenir la sensation.
Et donc, c'est ça le cœur de l'analyse. Pour moi, il me semble qu'il y a matière ici à considérer différemment la manière dont le sens se comporte. Donc, d'un côté, l'incarnation, où on va privilégier les prises, la possibilité de nouvelles structures qui viennent compléter ce qui a été posé comme élément saillant. Et de l'autre côté, l'incorporation, donc qui est le siège des lacunes, le siège des allusions, où moi, le mot que j'ai utilisé, c'est plutôt l'ellipse, mais pour restituer la sensation. Voilà un tout petit peu le cœur de mon exposé. Tout ce que j'ai indiqué effectivement sur Brandt, c'était pour illustrer justement comment, notamment dans un récit narratif, quels sont les mécanismes, quelles sont les voies à partir desquelles on peut faire émerger des structures lorsqu'on est dans le cadre notamment de ce qu'on appelle l'incarnation. Voilà, je vous remercie, mais je te dois encore pour mes bégaiements, mais ça, vous en avez l'habitude. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Didier. Je souhaiterais, avant de donner la parole à la salle ou à nos fidèles amis du distanciel, revenir un peu au tout début de ton intervention et reparcourir un peu les premières étapes avec toi. Notamment, tu as parlé d'un autre sensoriel, tu es passé à la science comme, si j'ai bien compris, tu me corriges évidemment, comme la stabilisation de la connaissance. Et puis, tu as donné des exemples de stabilisation de la connaissance, de spatialisation, hein? La liste, les tableaux, les diagrammes, n'est-ce pas, oui, comme guide. Et moi, je voulais te faire un commentaire et une question. Alors, le commentaire, c'est que je pense que la liste et les tableaux, mais je l'ai déjà dit, mais je le répète pour savoir ce que tu en penses. La liste et les tableaux sont des illustrations de quelque chose qu'on sait déjà, c'est-à-dire c'est le résultat d'une analyse qui est mise en scène. Donc, disons, appelons-la illustration d'une analyse, d'une expérience, etc. Tandis que le diagramme est dans la théorisation qu'on en a, hein, dans la théorisation non seulement de Peirce, mais aussi d'une tradition francophone, Châtelet et ses alumni et d'autres mathématiciens. On sait que les diagrammes, ce n'est pas une stabilisation, disons. C'est la mise en œuvre d'un parcours d'expérimentation. Et que d'une certaine manière, le diagramme est quelque chose qui permet toujours de relancer de nouvelles questions, parce que la connaissance n'est pas stabilisation, tout au contraire. Alors, l'exemple en est le fait qu'il y a plein de pointillés dans tous les exemples des historiquement considérés comme exemplaires, hein. Je parle des diagrammes de Feynman, je pense au diagramme syntaxique, mais aussi chez Châtelet, évidemment, quand on insiste beaucoup sur la gestualité, sur le diagramme qui est construit par une gestualité, par une corporalité, évidemment, il y a beaucoup d'ouverture vers le virtuel et vers, justement, graphiquement, les pointillés. Et donc, d'une certaine manière, j'oserais dire, les diagrammes fonctionnent de manière opposée à la liste et au tableau et même au schéma, généralement, au graphique, généralement, qui sont stabilisés comme les schémas narratifs, etc. Alors, la question, comment la science fonctionne dans la liste, les tableaux et les diagrammes? Parce que la science est quelque chose qui pousse vers la production, la spatialisation, mais en même temps, on peut parler aussi d'une science textualisée, c'est-à-dire qu'il y a de la science, on peut faire des analyses rhétoriques de la science. Hein, il y en a des analystes du discours qui ont fait ça, etc. Donc, la science, non pas comme moteur, disons, mais la science comme quelque chose de textualisé. Comment tu pourrais différencier le fonctionnement de la science dans les trois textualisations que tu as mentionnées? Merci. En fait, c'était un peu ce que Merci beaucoup pour tes remarques. En fait, c'est une question que j'ai aussi l'année dernière. Je pense qu'il faudrait, lorsque je parle de stabilisation et que j'intègre la liste, le tableau et le diagramme,
En fait, je parle de contraintes. C'est-à-dire que tout se passe comme si, de toute façon, on est forcé lorsqu'on est obligé au sens. Et si on est obligé au sens, on doit construire un cadre, un format qui permet au moins de dire qu'il y a du sens. On est contraint par cette chose-là et dont l'esprit humain, de cette manière, a besoin d'une forme. Et c'est pour cela que je suis d'accord avec toi. Le diagramme n'est pas de même nature que l'a dit sur le tableau. Le diagramme se conçoit plutôt comme un parcours, comme une dynamique qui s'organise au fur et à mesure. C'est pour cela que moi je parle même des schémas. En fait, le bon terme, c'est des schémas, en tant que c'est une forme résiduelle de la manière dont le monde se donne en moi et que j'arrive à. Alors, à envisager, le terme n'est pas stabilisé, mais voilà, je pense que d'identifier un parcours dans un vide perceptif, c'est déjà aussi stabilisé. Donc, il y a ces deux niveaux. Oui, je pense que là, voilà, il faut, moi, j'aborde ces questions-là en termes de contraintes. Après, on peut passer, c'est la deuxième remarque sur l'analyse, comment la liste arrive à stabiliser, mais c'est parce que ce sont des formes qui sont des formes génériques, d'une certaine manière. Chez Goody, on le voit très bien, c'est qu'il organise une liste. C'est un ensemble de points ou de nœuds qui fait que, là, de ces exemples, il prend, notamment chez Goody, considère plutôt c'est un index, en fait, final d'un texte, et s'aperçoit en réalité qu'il y a des points spécifiques qui peuvent être, dans le cadre d'un texte, le traité graphique de telle unité par rapport à telle autre. C'est ce qui fait qu'on a une liste. En fait, donc, c'est la possibilité de percevoir des segmentations possibles. C'est là. Mais donc, la science, par exemple, dans la liste, ne serait pas localisable. C'est-à-dire, elle est localisée, oui, dans la schématisation générale. Ce n'est pas quelque chose de local. Non, ce n'est pas quelque chose de local. C'est une structure qui est perçue parce que, justement, il y a la possibilité de segmenter. C'est pour cela que l'année dernière, j'avais pris le cas de la liste les listes de Google, en fait, des formes Google. Si on considère, lorsqu'on fait une recherche Google et qu'on a les grandes listes Google, si on n'a pas d'éléments de stabilisation, si nous-mêmes, on n'a pas la possibilité de stabiliser des choses, c'est juste, on est contraint à lire la liste du début à la fin. Ça devient un texte. En revanche, on voit que chez Google, ça peut être des variations typographiques, ça peut aussi être des segments qui sont des segments totalement avec des contenus spécifiques, et c'est ça qui fait que c'est une liste. Et donc, pour le tableau, je disais la même chose. Le tableau implique ici plutôt une contrainte de lecture qui fait qu'on est contraint de les lire de l'extérieur vers l'intérieur. Sinon, on n'a qu'une grille qu'on n'arrive pas à stabiliser. Donc, ce sont ces éléments-là qui sont pour moi des éléments de segmentation, finalement, qui font que, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui. C'est un peu ce que je voulais dire. Absolument. Mais après, ce qui est clair aussi, c'est ça qu'on retrouve, je pense que lorsqu'on a affaire à la boucle sensorimotrice, c'est que l'esprit humain est presque conditionné comme ça. C'est très compliqué de dire ça en sémiotique, mais c'est un peu ça la vérité aussi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à lire le monde sans ce substrat-là qu'on a déjà en nous. Sinon, le monde devient purement neutre. Et c'est ça qu'on essaie de. C'est pour ça que comment dire, le principe de la spatialisation devient efficient, justement parce qu'elle permet d'identifier ces éléments-là qui apparaissent donc comme des sciences. Voilà. Merci de ta réponse. Qui veut poser des questions dans la salle? Il y a des questions? J'aimerais quelqu'un en distanciel? Anne, bien sûr. Ah, mais bien sûr. Comment situe toute cette réflexion par rapport à la problématique des savoirs tacites? Je comprends très bien. Savoir tacite. Oui, le savoir du corps, non? Je t'ai entendu. L'expertise. Je suis avec Elisabeth. Sur le savoir tacite. On va être cuisine alors. Non, comme tu veux, tu peux. On peut venir, tu peux passer là. Il est très fatigué. C'est Ivan. C'est pas aussi ça. Pardon, une seconde, on va couper les micros. Parfait. Parfait? Non, je vais essayer moi-même. Une seconde, che va passer tout. C'est bien là. Je n'arrive pas. Je fais, oui. Pardon.
Oui, je pense que moi, j'ai tenté de répondre à la commande qui était de savoir comment on arrive à isoler à, à isoler des modèles d'analyse mais qui en lien avec la question de la spécialisation. C'est ça mon... Et donc, quels sont les ancrages? Et donc, dans ma réflexion à moi, je me dis qu'un des ancrages possibles pour aborder la question de la spécialisation est de nature phénoménologique. C'est un peu ce que j'essaie de comprendre. Et je me pose, et donc, chemin faisant, je m'aperçois qu'en réalité, il y a un fondement phénoménologique à partir propre à la manière dont nous structurons le sens, dont nous stabilisons le sens. Et donc, quel est cet ancrage-là? Et donc, moi, je me suis appuyé effectivement sur le point de départ pour moi était Husserl, où je m'aperçois que finalement, je crois qu'il y a un ancrage. Si on aborde la question de la spécialisation de façon, de ce point de vue-là, il y a un ancrage, comme je montre là, phénoménologique, par exemple, du schéma narratif. Et quel est cet ancrage-là? On sait très bien que pour construire un schéma narratif, ben, il faut identifier quelque chose, il faut un parcours, il faut un déploiement, mais qu'est-ce qui fonde, qui fait qu'au final, on a légitimité à dire si c'est un schéma narratif. Donc, ce qu'on trouvait chez Gréma, c'est que vous montrez d'ailleurs dans vos ouvrages aussi, c'est qu'on ne peut construire un schéma narratif par la fin. Et pour moi, la fin, ce n'est pas que la fin. Je pense que si on veut aborder la question dans la manière dont le sens se construit, ben, la fin, pour moi, c'est une science. C'est ce qui permet, c'est ce qui comporte le sens du schéma narratif. C'est comme cela donc que j'essaie de fonder. Voilà. Et donc, c'est pourquoi j'ai intégré Brandt, parce que je m'aperçois que la seule manière d'aborder, il n'y a pas qu'une seule manière aujourd'hui d'aborder la question de la narrativité. C'est-à-dire, et donc Brandt, alors c'est un peu complexe, c'est pour ça que c'est compliqué à expliquer, c'est que Brandt, ce qui intéresse Brandt, c'est la dynamique des actions ou de ce qu'il appelle des forces à l'intérieur d'un schéma narratif. Donc, comment il y a une interaction entre ces différentes forces-là? Ça donne donc cette possibilité-là de dire qu'il est possible, du point de vue de la sémiotique cognitive, on peut tout appeler la narratologie cognitive, mais d'identifier des liens comme ça et de discourir autour. Et ça, pour moi, ces liens ont également un ancrage, qui est un ancrage phénoménologique. Et c'est intéressant, chez Searle avec la notion de l'incarnation, c'est que la structure, comment dire, on parvient au sens parce que ce qui est posé comme étant premier appelle à être nourri par une structure complémentaire. Et donc, ces structures complémentaires-là sont liées à la structure de base par un ensemble de liens qui sont des liens logiques. Donc, maîtriser ces liens logiques permet justement de comprendre comment le sens fonctionne. Oui, tout à fait d'accord. Voilà, c'est... Pardon? Oui, voilà, c'est ça. Et je pense que c'est des choses qu'on n'a pas beaucoup abordées. Moi, on le fait parce qu'on bon, enseigne tous, hein, qu'on n'a pas beaucoup abordé. C'est très compliqué aujourd'hui. Moi, j'ai du mal à enseigner le schéma narratif aux étudiants, hein, de leur dire. Après, ils me disent, tout ça ressemble. C'est très bien, ça, c'est simple. Comme disait, ça aurait été très facile d'ailleurs d'analyser Proust en disant c'est quoi la recherche? C'est Marcel devient écrivain. Donc, c'est une opération de conjonction. S, conjonction à O. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a pu. Et ça, le problème. Or, si on veut vraiment aborder la question de son narrative, on est obligé d'interroger ces différentes strates-là, qui est une manière. Mais ce que je montre, et donc c'est pour cela que j'intègre la notion de l'incorporation, c'est de dire que finalement, dire le sens, ce n'est pas forcément créer autre chose. Ce n'est pas simplement enrichir un contenu, c'est aussi manifester la sensation. La sensation, c'est aussi. C'est ça le. Et il me semble qu'il y a une petite rupture avec moi, ce que j'ai appris avec la sémiotique grammacienne, c'est que justement, c'est pas du psychiatisme, dire le même, c'est aussi dire du sens. Voilà un peu comment je situe ça par rapport à. Avec une pensée du continu. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un besoin. Donc, c'est un peu ce que je vais lui montrer. Ce qui pose pour moi, après, moi, c'est le déploiement de la pensée, trouver des exemples, ça devient toujours très technique. Moi, après, c'est mon tropisme. Hein. J'aime manipuler la technique. Les algorithmes m'intéressent un peu. Bon, voilà. Après, ça se comprend pas, mais ça, c'est une même chose. Voilà. Merci à vous deux. Il y a une question, je me réjouis de pouvoir donner la parole cette fois-ci à Bertrand Masquelier. Il voulait déjà poser une question, mais par manque de temps, on n'a pas pu. Vas-y, Bertrand. Oui, merci. J'ai beaucoup apprécié l'exposé. Je voudrais revenir. Je ne suis pas husserlien dans la mesure où je suis plutôt peircien.
une autre manière de faire de la phénoménologie, en quelque sorte. Et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur le diagramme par rapport au tableau, aux listes, etc. Et ce que disait Maria Giulia aussi sur le diagramme. Si je me place dans la perspective de Peirce et des catégorisations sur les hypoïcones de Peirce, il y a une trilogie qui est celle de l'image, du diagramme et de la métaphore, qui fonctionne pour l'image par opération de ressemblance, en quelque sorte, de similitude, pour le diagramme qui implique une fonction indexicale, et pour la métaphore au sens de Peirce, un parallélisme entre des sémioses. Et là où je voulais intervenir en quelque sorte, c'est que je trouve intéressant dans le diagramme le fait qu'il y ait une fonction indexicale. C'est-à-dire que avec un diagramme qui peut s'incorporer à un schéma métaphorique et qui implique aussi ou qui sollicite des images au sens des images hypoïconiques de Peirce, le diagramme, je dirais, a une dimension existentielle dans le contexte d'une performance musicale ou d'un énoncé littéraire, mettons un mythe ou une chanson par exemple. C'est cette fonction indexicale qui, en quelque sorte, appelle à une réponse aussi bien intellectuelle que corporelle, intellectuelle et conceptuelle que corporelle. Par exemple, dans la chanson, on peut, donc dans les traditions que je connais, il y a l'appel et réponse, et la réponse implique le public très rapidement dans certains cas. Donc voilà, je trouve qu'il y a des hiérarchies, enfin il y a une hiérarchie en quelque sorte entre le diagramme et les autres formes de mise en forme que sont le tableau, la liste, etc. Autrement dit, dans ce que je cherche à dire, c'est que le diagramme est particulièrement intéressant pour, je dirais, une anthropologie de l'énonciation langagière comme une anthropologie de la mise en performance multimodale d'un fait littéraire, poétique, comme d'un fait musical, etc. Ouais. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est un peu la réponse que j'ai faite également tout à l'heure à Madadou. N'empêche, il faut stabiliser quelque chose. Voilà. La question à chaque fois, c'est comment on stabilise. Est-ce que si ça continue à bouger, finalement, est-ce qu'on a stabilisé, pas stabilisé? Je crois qu'il faut évidemment définir certainement en tant que contrainte pour cerner et stabiliser le sens. Il y a une équivalence entre la liste, le tableau et le diagramme. Maintenant, d'un autre point de vue, en termes de restriction, en termes d'invariance stabilisée, effectivement, il y a une vraie différence. Je pense que c'est un peu ce que j'ai souhaité dire et puis je suis totalement d'accord avec vous. Et effectivement, le fond, vous l'avez très bien souligné, c'est la fonction indexicale qui n'est pas de même nature dans l'un et dans les autres, en fait. C'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le traçage du diagramme, sur toute cette pratique de production du diagramme, tandis que la liste et les tableaux, bon, évidemment, sont totalement déliés de tout acte corporel. Ouais, c'est ça. Une autre chose que Fisette disait, pour, à mon avis, très intéressant sur le diagramme par rapport à l'image est très dense, tandis que le diagramme est fait de trous. Et c'est un peu pour ça, je pense aussi, qu'on les visualise toujours par des pointillés. Hein? Il y a toujours des lacunes d'une certaine manière. Hein? Bon, si personne d'autre ne veut poser des questions, moi je fais une annonce pour la prochaine séance, parce que la prochaine séance n'aura pas lieu dans 2 semaines, mais bien dans 3 semaines, ce sera le 1er février, et elle n'aura pas lieu ici à la Maison Sujet, mais bien au 54 rue Raspail. On a dû laisser la salle. On revient à la maison mère. On a dû laisser on devra laisser cette salle
parce qu'il y aura un événement de 2 jours qu'on ne pouvait pas déplacer ici. Donc, bon, je vous enverrai des informations, on vous enverra via Facebook, via liste sémiotique, via les listes personnelles, etc., les numéros de la salle. On aura avec nous Samir Badir, de l'Université de Liège, vous le savez, et 2 linguistes spécialistes des diagrammes syntaxiques, à savoir Stéphane Kahn et Nicolas Mazziotta, Paris 10 l'un et Liège l'autre. J'espère que vous y serez et encore merci à tout le monde pour votre présence, votre fidélité. Merci. Merci.